Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Avant de commencer, je vais vous dire un truc qui m'a fait énormément plaisir. Quelqu'un a perdu un téléphone que nous connaissons, a perdu un téléphone ici, dans une salle. On ne le retrouvait pas. Nous avons appelé, on a dit, on cherche un téléphone. 1 minute après, le téléphone était retrouvé et quelqu'un l'avait ramené. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où, quand on perd un téléphone, dans la minute, on retrouve un téléphone. Je me suis dit, ces gens-là sont bien. Alors, on va recevoir maintenant Tahar Ben-Jelloun, qui porte l'histoire d'une personne, d'une destinée, comme il y en a très très peu. Petit enfant, il est élève dans une école coranique à Fès, sa ville natale. Il va nous dire ce que c'était que l'école coranique, mais vous verrez que quand on y est, on se dit que changer de monde, ça va être difficile. Lycée à Tanger, quelques années d'université à Rabat, et puis il vient en France où grandira l'écrivain Tahar Ben-Jelloun. Prix Goncourt en 87 pour La Nuit sacrée et 10 ans plus tard, membre de l'Académie Goncourt en 2008. Et surtout, il est devenu l'auteur francophone le plus traduit au monde. 43 traductions de ses livres dans des langues étrangères et il est lu par des millions de lecteurs. En plus d'être écrivain, il est poète. Il a commencé par quelques poésies grattées sur un bout de papier et il est peintre. Et il se rend régulièrement dans les universités en France, en Europe, dans son pays d'origine, le Maroc, rencontrer des étudiants et leur dire que ce qu'à son avis devrait être une vie réussie. Et il parle des grands problèmes de notre société. L'immigration, le parcours de quelqu'un, la volonté d'émancipation, la nécessité de l'émancipation. Voilà. Donc, il a écrit un petit livre. Alors malheureusement, je viens de voir les libraires, ils n'en ont plus. Il est épuisé avant que la rencontre n'ait lieu. Bref, il a écrit un petit livre sur l'amitié, une sorte de petit bijou comme l'amitié l'est elle-même. Et donc on consacrera un quart d'heure à quelque chose qui a été fondamental dans sa vie et probablement dans la vie de beaucoup d'entre nous, c'est l'amitié. Voilà, on va le recevoir. Merci. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Ça marche, oui, voilà. Ça marche, parfait. Toujours inquiet. Tout marche très bien ici. Toujours inquiet, Tahar Ben-Jelloun. Bonjour. Bonjour, Philippe. Vous allez bien? Bonjour, voilà, ça va. Merci d'être là, en tout cas. Je le disais, vous avez commencé votre vie, vous le dites dans un de vos livres, dans une école coranique à Fès, qui est votre ville natale. Et vous dites, dans cette école coranique, on était réunis là, et il fallait... on nous disait des textes, le Coran, et il fallait réciter par cœur, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Et je me suis dit, en lisant ça, je me suis dit quand même, il a dû... À quoi rêvait-il quand il récitait le Coran par cœur, entouré de... J'avais la trouille. Vous savez, il y a des versets dans le Coran terribles. Ceux qui ne croient pas en Dieu iront en enfer éternellement. Et ceux qui font les péchés seront brûlés vifs, enfin des choses horribles. Vous avez un enfant de 4 ans, vous lui dites si tu mens ou si tu voles ou si... C'était... Bon, j'avais très peur. Et puis, alors je me souviens aussi, ça m'avait tellement frappé, j'avais 4 ans, c'était le suicide qui est interdit par toutes les religions. Parce que le suicide, c'est un affront, un défi à Dieu. Et alors, il disait que le suicidé va faire éternellement son geste de suicider à l'infini. Si par exemple le mec se pend, il va se pendre toute sa vie. S'il saute par le 7e étage, il y aura un 7e étage là-bas, il va sauter tout le temps. Il faut dire on allait répéter son suicide c'est horrible. Toute l'éternité. Alors il y avait de quoi, foutre la trouille à des enfants et les empêcher de dormir. Mais mon père, il va me sauver de cette école parce que
à 4 ans, on ne peut pas réellement apprendre par cœur des versets. C'était une garderie, en fait. Et un jour, je reçois un coup de bâton du maître, enfin le maître de l'imam. Et à ce moment-là, mon père était tellement en colère, il m'a dit, c'est pas possible, tu vas entrer dans une école normale. Non religieuse. Non religieuse. Mais en fait, je n'avais pas l'âge requis pour entrer à l'école. Et alors, il m'a dit, c'est pas grave, je vais m'en occuper. Et il m'a vieilli de 2 ou 3 ans. Et c'est pour ça que j'ai un vrai faux passeport. C'est-à-dire que j'ai une date de naissance qui ne correspond pas à la mienne. Ouais. Mais je ne pouvais pas la changer parce que c'est très compliqué à changer. Et dans le Coran, c'est condamné à combien la falsification de la date de naissance? Ça, c'est le mensonge, c'est le mensonge. Le mensonge. Mais enfin, il m'a sauvé et du fait, j'ai fait toute ma scolarité primaire, secondaire, jusqu'au bac avec mon frère aîné qui avait 2 ans et demi de plus que moi. Donc, c'est la preuve que je ne suis pas né en 44, mais un peu plus tard. Bon, vous en profitez pour vous rajeunir avant de commencer. Oui, parce que... oui, il ne faut pas... Est-ce que vous aviez des rêves d'émancipation? C'est-à-dire, est-ce que quand vous avez 10-12 ans, vous vous êtes dit, je vais faire une vie? Tout le monde se dit pas ça. Non, franchement, quand on a 10-12 ans, on pense à l'instant, comment passer la journée, comment s'amuser, tomber amoureux, des choses comme ça. C'était quand même... je ne pensais pas à l'avenir, je ne me projetais pas dans l'avenir. Mais je me souviens, je dessinais beaucoup parce que je faisais beaucoup de fautes d'orthographe. Alors, au lieu d'écrire, je dessinais et je racontais des choses par le dessin. Mais après, bon, je me suis mis à écrire très sérieusement. Alors, je l'ai dit avant que vous veniez ici, avant de parler de votre livre sur l'amitié, qui est un espèce de petit bijou, quelques mots sur votre participation à une collection des éditions du Seuil, qui connaît un très grand succès parce que vous avez publié 3 livres dans cette collection, et chacun plus d'1 million d'exemplaires. Et c'est le principe d'expliquer une notion à des enfants. C'est-à-dire qu'au lieu que l'auteur fasse un essai sur... puisqu'il y a 3 sujets, il y a l'islam, le racisme, l'islam et le terrorisme. Et au lieu que Tahar Ben Jelloun écrive ce qu'il pense de ces 3 sujets-là, ça passe par une conversation avec quelqu'un qui est destiné à ce que les enfants comprennent. Et je trouve que cette idée de collection est absolument formidable parce que c'est pas très facile d'expliquer à des enfants des choses aussi complexes. Je vais commencer, c'était moi qui ai commencé. La collection, c'est moi qui l'ai inventée à mon insu. Parce qu'on a fait ce premier texte. Et depuis, il a eu beaucoup de succès. Et depuis, tout le monde a commencé à expliquer à ses enfants ce qui se passe. Il y a beaucoup maintenant de livres. La France, la République, la démocratie, la fin dans le monde, le divorce, tout. Et en fait, mon souci pédagogique est tel que mes propres enfants, j'étais obligé de leur expliquer les choses. Et je ne peux pas leur dire, écoute, on verra ça plus tard. Non, ils me mettaient au pied du mur. Qu'est-ce que c'est telle chose? Alors je me mettais avec eux et je parlais. C'était une vraie... C'est pas inventé? Alors, non, mais au départ, vraiment, le livre sur le racisme, ça s'est passé dans une manifestation contre les lois Pasqua, à l'époque, en 1980. Le livre, c'est 98. 97, le livre, c'est 98. Le livre, c'est 1998. Oui. Alors, j'étais avec ma fille qui avait à l'époque 11 ans. Et il y avait, avec les sans-papiers, il y avait des slogans. Il me disait, papa, c'est quoi un sans-papier? Et c'est quoi les lois passent quoi? Et c'est quoi le racisme? Tout ça. Je dis, écoute, on rentre à la maison, on va parler. Et il dit, non, je veux savoir. Écoute, on rentre à la maison. Et effectivement, en rentrant à la maison, elle était avec une copine à elle qui était une voisine et on s'est mis à poser des questions. Il dit, on va faire ça sérieusement. On va tous les jours se retrouver une petite demi-heure, vous poser des questions, j'essaie de répondre, etc. Ça a duré une petite semaine et après, j'ai continué tout seul. En imaginant les questions qu'un enfant de 10, 11 ans, 12 ans pouvait poser. Et surtout, je travaillais sur les réponses qui devaient être claires, compréhensibles, simples et justes. Alors, ce livre, ce petit manuel qui n'est pas littéraire, pourquoi ça a marché? Parce qu'il n'y a pas une seule erreur.
parce que ça a été vu, revu, corrigé par des historiens, par Albert Jacquard, notre grand ami Albert Jacquard, Oui. que Dieu ait son âme. J'ai fait montrer ce texte à tous les spécialistes pour qu'il n'y ait Pour aucune, éviter toute à des erreur. médecins. Ah oui, tout vérifier. C'est pour ça que ça marche. Sinon, alors il y a eu une seule contestation. J'avais reçu une fois, j'ai dit à sa maman, pour la Shoah, il y a eu 5 millions de Juifs assassinés par Hitler, enfin brûlés, etc. Je reçois un jour une lettre de quelqu'un, il dit, très agressive, très méchante, pour dire, oui, ça te ferait mal de dire qu'il y a eu 6 millions. Je dis non, c'est pas moi qui le dis. C'est le grand historien américain Raoul Hilberg qui a fait un livre de 600 pages où c'est lui qui a fait ce compte, pas moi. Moi, je trouve que 5 millions, c'est horrible, c'est énorme. Et c'est la seule contestation qu'il y a eu, mais qui est une contestation qui n'était pas à sa place. La deuxième contestation, ça a été l'ambassade turque à Paris, qui a contesté le fait que je parlais des génocides arméniens. Ouais. Et ça, évidemment, c'est les deux choses qui ont eu lieu pour ce livre. Alors, plus d'1 million d'exemplaires. Et quelle responsabilité que d'entamer un livre de ce genre? Parce que le racisme, c'est un sujet très, très difficile, on va dire, très contesté, avec des opinions différentes venant de partout. Et s'atteler à une chose comme ça, je voulais vous demander comment vous est venue cette idée et qui a connu tant de succès. C'est difficile d'expliquer à un enfant, très difficile. Non, le racisme, il faut se mettre à son niveau, il faut savoir... Là, par exemple, là, je viens de terminer un philo pour enfants, 10-12 ans. J'ai travaillé avec... alors, je travaille vraiment avec des enfants, là. J'ai des amis qui ont des enfants de cet âge-là. Et j'ai passé l'été à discuter avec eux des notions, ce que c'est que le droit, ce que c'est que la justice, ce que c'est que la morale, ce que c'est que la vérité, ce que c'est que le mensonge. Ce sont des choses très simples, de la vie quotidienne. Et vous prenez des exemples quotidiens et ça fonctionne. Alors, c'est la même chose pour le racisme ou l'islam. Alors, pour l'islam, c'est différent. L'islam, il y avait l'histoire. Alors, l'islam, c'est... donc, le premier s'appelle le racisme expliqué à ma fille. Donc, et l'autre, c'est l'islam expliqué aux enfants. 2002, 4 ans plus tard. Parce que l'islam... Alors, j'ai écrit l'islam expliqué aux enfants. J'ai commencé le soir du 11 du septembre, le 1er septembre 2001. Le 11 septembre. Le 11 septembre. 2001. C'est-à-dire après l'attentat de New York. Juste après l'attentat, il y avait des images à la télé et tout. Il parlait de l'islam, des musulmans, il y avait de tout. Et il y avait ma fille cadette qui avait à l'époque 7 ans, me dit, papa, à partir de demain, je vais commencer à manger du cochon. Je dis, mais tu manges ce que tu veux, pourquoi? Il dit, je ne veux plus être musulmane. Je ne veux plus être musulmane. Entre autres, parenthèses, je n'aurais pas donné une éducation ni musulmane, ni chrétienne, ni juive. Ni religieuse. J'aurais expliqué les 3 religions monothéistes qui se ressemblent d'ailleurs, et puis c'est à eux de choisir. Bon, c'est comme ça, je n'ai pas imposé. La maison, c'était la laïcité qui a été appliquée. Et ça m'a fait quelque chose. Et comment est-ce une gamine de 7 ans considère que les musulmans, ce sont des terroristes qui tuent des innocents? Il faut réagir. Alors j'ai fait ce livre pour elle, lui ai dédié, et j'explique, en me basant sur une histoire la plus objective possible, ce que c'est que l'islam, ce que c'est que les 5 piliers, etc., etc. Et à chaque fois, je me réfère à des livres incontestés. Et 3e livre, dans cette même collection, le terrorisme. Le terrorisme expliqué à nos enfants, 2016, donc juste après le Bataclan. Alors, le soir du Bataclan, évidemment, j'étais comme tous les citoyens de ce pays, consterné, horrifié, plus que bouleversé. C'était l'horreur absolue. Et j'ai 4 enfants. Et des amis m'appellent, me disent, ça va, est-ce que tes enfants étaient... dans le 11e, oui, bon, dehors. Ouais. Enfin, bref. Et j'ai pensé aux parents qui ont perdu un fils ou une fille ce soir-là. Et j'ai dit, mais l'horreur, c'est comment expliquer aux survivants, à son frère ou à sa sœur, ce qui s'est passé. Alors j'ai entamé un travail plus dur et plus difficile que les 2 autres pour expliquer le terrorisme depuis sa naissance, enfin depuis la Révolution française jusqu'à aujourd'hui. Mais ça encore, c'est un travail d'historien, mais en même temps,
de sensibilisation, parce que là, dans le terrorisme, je prends position. Ce n'est pas uniquement objectif. J'ai la haine de la violence et de la terreur, et j'ai la haine de l'ignorance et du fanatisme qui font naître la terreur et le terrorisme. Est-ce que vous pensez que sur ces 3 livres, l'islam, le terrorisme et le racisme, oui, est-ce que vous pensez avoir, après rédigé ces 3 livres avec l'aide de vos enfants, et d'avoir mieux compris que les autres? C'est-à-dire d'être plus proche des autres à cause de ces livres? En tout cas, quand je vais dans les écoles, ce qui m'arrive très souvent, je sens que ce sont des livres qui ont apporté quelque chose à des enfants. Et ils les étudient, on en parle, on discute. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que, par exemple, le livre sur le racisme est traduit dans une 40aine de langues. Et partout où je vais dans le monde, il y a toujours, je vais dans des écoles. Le même livre? Oui. Ça, c'est quand même miraculeux, quand même, non? Et bon, j'étais en Inde il y a quelques années. Il est traduit dans 3 langues indiennes. En Afrique du Sud, traduit dans 2 langues, une afrikaner et une autre région. Ce qui fait que c'est un sujet humain et qui est planétaire. Alors, je crois que le seul pays où il n'a pas été traduit, c'est la Chine. Comme par hasard. Mais c'est loin. C'est très curieux. Ouais, non, c'est pas si loin. C'est que quand j'étais là-bas en Chine, j'ai compris que le racisme, il est... Comment dire, il est oblitéré, il est caché. Ah oui, on n'en parle pas. On n'en parle pas, non. C'est ça, le silence. Alors, j'avais parlé aussi des grands papiers que vous signez dans toute une série de journaux européens régulièrement, je ne sais pas, toutes les semaines à peu près, ou tous les 15 jours, on voit un papier de Tarek Ben-Jelloun dans la presse italienne, dans la presse anglaise, dans la presse française, évidemment. Et alors, j'ai remarqué, parce que je les lis en général quand ils sortent, que sur 2 sujets, votre présence était fréquente. C'est la Méditerranée, où vous êtes né quasiment sur les bords de la Méditerranée, et on sent que vous avez un lien tel avec cette mer que vous prenez de manière différente de tout le monde, peut-être, et de manière plus brûlante. Tout ce qui arrive en Méditerranée depuis quelques années, ces milliers de gens qui ont trouvé une sépulture en tombant de rafio de fortune. Depuis l'an 2000, d'après des statistiques terribles, il y a 30 000 noyés, 30 000 morts en Méditerranée. 30 000 morts. C'est une guerre. C'est presque une guerre sans armes et sans ennemis. En fait, les gens sont là. Et là-dessus, je suis très, très strict. C'est-à-dire que la lutte contre ce malheur commence dans les lieux du départ. C'est-à-dire que la première chose à faire, c'est une lutte féroce et sans complaisance contre la lutte contre la mafia des passeurs et de ceux qui vivent de cette tragédie tous les jours. Et ça, c'est possible. On peut le faire dans tous ces pays d'où partent ces malheureux. Oui, parce qu'on les connaît, ils les connaissent. Forcément. Oui, mais deuxième, parce que l'Europe, elle parle beaucoup, mais c'est ça qu'il faut faire. Deuxième lutte qui est beaucoup plus politique, il faut que les Européens fassent pression sur des pays. Il y a des pays riches en Afrique, d'où partent des malheureux pour mourir en Méditerranée. Le Nigeria est un pays très riche. Le Gabon, il est richissime. Et même la Mauritanie, j'y étais l'année dernière, j'ai découvert, ils ont de l'or, ils ont du pétrole, ils ont du gaz, ils ont les moyens, mais c'est un pays qui est comme un clochard. C'est pas possible. Donc, il faut que l'Europe entretienne des relations de pression sur ces États-là pour qu'ils fassent... en charge aussi. Oui, et puis, quitte à ce que l'Europe investisse dans ces pays, parce qu'il y a l'argent, il y a les moyens de faire nourrir tout le monde et de donner du travail à tout le monde. Ils ne le font pas parce que ces États sont dirigés par des gangsters, par des gens qui sont installés sur place grâce à soit la France, soit la Belgique, soit l'Angleterre, soit l'Amérique, et qui fait que finalement, les victimes, ce sont les gens
qui ne sont pas forcément pauvres, parce que pour avoir 5 000 $ à donner à un oui, ça coûte 5 000 de $. mafieux, il faut les ramasser. Donc il y a une situation paradoxale. Là, les solutions existent là-bas, mais pas ici. Ici, une fois qu'ils sont ici, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a que la possibilité de leur donner un asile. Mais il faut les empêcher de partir en faisant des choses concrètes, en obligeant leur État à faire les travaux qu'il faut faire, à donner le travail aux gens, et surtout que l'argent qui existe dans ces pays soit utilisé pour ça et non pas pour la personne du chef d'État. Bon, en disant ça, vous savez que c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. C'est plus facile à dire qu'à faire. Non. Non? Alors reprenez le micro. Non, c'est pas plus facile. Non, ce que je dis est très concret. Très concret. Il n'est pas question c'est pas des idées en l'air. La lutte contre la mafia des passeurs est possible. Parce qu'on connaît, la police parfois est complice, on connaît ces gens-là, on sait d'où ils viennent, ce qu'ils font, et il est très facile de les empêcher de faire ce travail. Très, très facile. Enfin, encore une fois, la police est efficace quand il s'agit d'arrêter des opposants qui ne font que parler. Là, il est plus facile d'arrêter des commerçants de vie. Ils commercent la vie des gens et la mort. Donc c'est possible. Le deuxième point, il faut une volonté européenne. Il n'y a aucune raison qu'on continue d'aider des pays qui, en fait, ne font rien pour arrêter ce flux migratoire. Parce que c'est vrai que l'Europe, qui reste quand même un petit paradis dans le monde, il faut le dire, ben, tout le monde veut y aller, c'est normal. Mais on ne peut pas, comme disait Michel Rocard, recevoir toute la misère du monde, même si la France a sa part là-dedans. Bien sûr, mais pour cela, il faut qu'il y ait un vrai travail très simple. Ce n'est pas compliqué, hein. Mais est-ce qu'il y a la volonté? Non. Pourquoi? Oh là là, ça va remuer beaucoup d'intérêts et ça va déranger beaucoup de choses. De gens. Beaucoup de choses. Le deuxième sujet sur lequel vous écrivez avec beaucoup de, comment dire, avec beaucoup de tendresse, de justesse, alors que c'est un domaine très difficile, de compréhension, ce sont les immigrés. Vous avez publié des dizaines et des dizaines d'articles sur... Moi, je travaillais beaucoup sur l'immigration, mais aujourd'hui, ce qui pose problème, ce ne sont pas les immigrés, parce que les immigrés... D'abord, il y a un fait qu'il faut rappeler très très vite. Quand on écoute certains hommes politiques parler d'immigration, ils disent n'importe quoi. Ils parlent d'invasion, ils parlent de choses horribles. Le nombre d'immigrés n'a pas changé depuis 1945. Ça, en proportion. Les démographes vous le diront et vous le prouveront, chiffre à l'appui. Ça n'a pas changé. On est à peu près à 8,5% de la population active. C'est ça. Évidemment, ces immigrés depuis 1975 ne sont pas les mêmes. Ont regroupé leur famille, il y a le regroupement familial qui fait qu'ils ont fait des enfants. Parce que quand Giscard et Chirac avaient décidé le regroupement familial pour des raisons humanitaires, parce qu'il ne fallait pas laisser ces hommes célibataires tout seuls, eh bien, ils pensaient qu'ils n'allaient pas faire d'enfants. C'est vrai. Ben non, les immigrés, comme tout le monde, ils font l'amour avec leurs femmes, ils font des enfants. Et il y a eu, maintenant au moins 3 générations d'enfants qui sont des Français pure souche, même si les parents sont d'origine étrangère, et qui n'ont pas été reconnus. C'est les bâtards de la République. Ils ne sont pas reconnus. Il faut voir le film Les Misérables. Il faut voir un peu ça, parce que on a créé des situations de l'habitat, de l'école et une espèce d'oubli. Tous ces éléments réunis ont donné une génération de désespérés où il y a 50% des gens qui sont sans travail. Quand vous êtes jeune, vous êtes au chômage et que des voyous viennent vous voir et vous proposent beaucoup d'argent pour faire des choses dégueulasses.
Vous savez qu'il y a à Marseille des quartiers où on ne peut pas rentrer. Et ces quartiers sont surveillés par des jeunes, des adolescents de 13-14 ans, qui gagnent 100 € par jour. Alors vous imaginez, vous donnez 100 € à un gamin de 13 ans. Bon, au début, il est le gardien, enfin celui qui surveille. Et après, il devient dealer quand il va grandir, etc. Donc, la situation est pourrie. Elle est dégueulasse. Et ce n'est pas faute de l'avoir dit et redit. En 1995, moi, j'étais président d'une association qui s'appelait Banlieuscopie, où avec Martine Aubry à l'époque, et on faisait des études de prospection sur ce qui va se passer dans les banlieues. J'avais sous ma direction 12 sociologues issus de ces banlieues qui faisaient un travail extraordinaire et qui ont fait des rapports qui sont malheureusement tombés dans des tiroirs, qui sont restés dans ces tiroirs que personne n'a lu et dont personne n'a tenu compte. Et dans ces rapports, il y a donc 30 ans, dans ces rapports, on disait les choses très clairement. On prévoyait cette espèce de petite guerre civile qui se profile à l'horizon. Parce que l'autre jour, je parlais avec Abdelmalik, vous savez, ce rappeur extraordinaire qui est aussi un artiste et tout ça, et qui est en contact avec cette génération. Il m'a dit, les gens ne se rendent pas compte, parce que demain, si ces jeunes, blacks ou pas blacks, un peu maghrébins, descendent dans la rue, ça ne va pas être des gilets jaunes, ça va être des gilets noirs. Et ça va être horrible. Parce qu'il y a une situation objective qui fait qu'on fabrique des révoltés, des rebelles sans cause, comme disait... c'est pas qu'on fabrique, c'est qu'on laisse faire, c'est ça. On laisse faire. Pareil, parce que fabriquer, ça veut dire qu'on agit pour... Il y a eu tellement quand même de programmes pour la banlieue. Le programme de Borloo avec Macron a été mis à la poubelle. Avant ça, il y a eu d'autres... programmes, d'autres... les études, on connaît ce qui se passe, on sait ce qu'il y a comme problème et on sait comment peut-être résoudre ces problèmes, mais on ne fait rien. Pourquoi? J'en sais rien. Avant de parler de l'amitié, je voulais que vous écoutiez Tahar Benjeloun, qui est quelqu'un d'engagé dans ce qui se passe en France depuis longtemps, 20 ans, qui a écrit des livres sur des sujets très forts. Et on est d'accord ou pas d'accord, mais ça valait la peine de l'écouter. C'est pas seulement un romancier. Tahar Benjeloun, c'est quelqu'un qui a donné de lui. Mais un romancier, c'est un témoin de l'époque. Je suis obligé de regarder tout ce qui se passe autour de moi, parce que quand on est raconte des histoires, il faut être de son temps. Il faut être dans la marmite de la vie. Et là, vous regardez ce qui se passe, et vous écoutez, vous entendez, et vous observez. Et puis après, vous imaginez une histoire autour de laquelle vous allez témoigner sur votre temps et votre époque. Ce n'est pas par hasard si Victor Hugo est revenu, pas parce qu'il y a eu l'incendie de Notre-Dame, mais il est revenu dans les lectures. Les gens relisent Victor Hugo parce que c'était l'homme qui a le plus témoigné sur son siècle et sur la misère qu'il y avait à l'époque. Quelques mots alors sur l'amitié, un livre que vous avez écrit il y a combien de temps? En 1995, ça fait 25 ans. 25 ans. Et c'est un livre, c'est très simple. C'est personnel. C'est un livre personnel. Très, très personnel parce que, en fait, je ne pensais même pas le publier. J'ai raconté, j'ai raconté mes amis depuis l'école coranique jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Avec évidemment ceux qui disparaissent, ceux qui trahissent, ceux qui sont des faux amis, ceux qui sont restés, ceux qui sont partis, ceux qui vous ont fait des pots de banane, c'est des pots de banane, etc. Mais c'est ça la vie. C'est un livre sur la vie, sur cette espèce de... Comment dire? On est toujours surpris quand il y a une trahison. Bon, dans les relations amoureuses, la trahison, disons, elle fait partie un peu de l'histoire. Mais dans l'amitié, non. L'amitié, on pense que dans l'amitié, il y a évidemment une sacralité qui fait qu'on est amis non pas pour des intérêts, non pas pour des relations sexuelles, mais on est amis par la gratuité des choses. Et la gratuité est la chose la plus extraordinaire parce que l'amitié... L'autre jour, Costa Gavras a donné une très belle interview dans Le Monde. Il parlait de l'amitié. Et il disait quand ça va très mal,
c'est la petite lumière qui s'allume au fond du tunnel. C'est ça l'amitié. C'est-à-dire, si vous n'avez pas cette lumière, vous êtes foutu. Et c'est pour ça que je trimballe avec moi une amitié, depuis mes 4 ans, mes 5 ans. Évidemment, beaucoup ne sont plus là. Beaucoup ont changé d'amis, ont changé de trajectoire. Mais on arrive quand même plus ou moins à garder cette chose qui est une qualité de vie. Parce que dans l'amitié, il n'y a pas d'intérêt. La solitude, c'est quelque chose d'insupportable quand elle vous est imposée. Mais en même temps, on peut partager une solitude avec un ami et on peut partager aussi une joie et aussi une souffrance. C'est ça. L'amitié, ça existe pour cela. Alors évidemment, je ne parlerai pas des amitiés politiques parce que ce sont les plus hypocrites du monde. Il n'y a pas d'amitié en politique. C'est quelque chose... Je pense que... Est-ce que vous êtes sûr? Parce qu'on dit... Bon, je crois qu'il y en a quelques-uns. C'est rare, évidemment. C'est pas le principe la politique. Elle broie tout ce qu'elle... Comme disait Aragon, elle broie tout ce qu'elle croit... Tout ce qu'elle embrasser. Embrasser. Non. La politique, c'est terrible. Ah, vous citez Cicéron. Vous dites, j'ai suivi dans ma vie le conseil de Cicéron qui nous engage à placer l'amitié au-dessus de toutes les choses humaines. En effet, rien n'est plus naturel et rien ne se concilie aussi bien avec le bonheur comme avec le malheur. C'est vrai que c'est quelque chose de particulier à l'amitié, c'est que ça convient par tous les temps, j'allais dire, par les temps plus vieux. Il n'y a pas de temps pour l'amitié. L'amitié, c'est tout le temps. C'est toute heure. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on dit, est-ce qu'on peut déranger un ami à 3 heures du matin? Oui, évidemment, pour une chose grave. Bon. Mais en même temps, dans l'amitié, il y a des choses, il y a une intimité qu'il ne faut pas déranger. Parce que c'est pas parce qu'on est amis qu'on peut tout se permettre. Non, au contraire. Parce qu'on est amis qu'on est exigeant. Et alors, il y a quelque chose qu'il faut parfois... comment dire, une exigence dans l'amitié qui parfois n'est pas bien comprise. Un ami vous demande un conseil. Supposons pour aller plus vite, il a un manuscrit, il vous donne à le lire. Il te dit, tu me dis ce qu'il y a, hein, comment c'est. Le manuscrit est merdique. Qu'est-ce que vous allez faire? Lui dire c'est mauvais, ou lui dire c'est formidable. Eh bien, ça m'est arrivé de dire que mon cher ami, ton livre, il faut le refaire, c'est pas bon. Et j'ai perdu cet ami. Et il m'est arrivé, oui, il m'est arrivé d'être menteur, d'être hypocrite. Ah, c'est formidable, quel génie, tu es fantastique, tu écris très très bien. Tu aurais dû d'ailleurs commencer à l'entendre. Et en fait, j'ai perdu aussi cet ami parce que je ne peux pas continuer dans le mensonge avec quelqu'un. Parce que dire la vérité à un ami, c'est une exigence de l'amitié. Mais il faut prendre les gants parfois pour lui dire. Même, oui, il faut prendre les gants, évidemment. Il faut avoir des gants. Mais vous parliez de l'amitié en politique qui n'existe pas. Entre écrivains, ça n'existe pas beaucoup non plus. Non, il y a beaucoup de... En France, non. Moi, je n'ai pas beaucoup d'amis écrivains. L'autre jour, je voyais Jean-Marie Luc Lézieux, que je connais depuis très longtemps. On se voit très, très rarement. Alors, l'autre jour, je lui dis, tu sais, Jean-Marie, on a une amitié platonique. On ne se voit jamais. Parce que lui, il est tout le temps en Asie, en Chine, en Corée. L'Amérique du Sud. Avant, il était en Amérique du Sud. Et là, il n'aime pas beaucoup Paris, donc on ne se voit pas. Il n'utilise pas beaucoup les mails, donc je dis, c'est platonique, c'est comme ça. Mais j'ai eu quand même une amitié extraordinaire avec Jean Genet, qui a duré 10 ans, mais qui était une amitié très difficile, très compliquée. Mais vous dites que Jean Genet, il n'aimait pas l'amitié dans ce livre. Ah non, parce que Jean Genet, lui, il méprisait l'amitié. Il ne savait pas ce que c'est. Mais avec moi, c'était exceptionnel parce que comme on n'avait pas de relation autre qu'amicale, il savait très bien que j'étais pas... du genre. Non, j'étais pas homo, j'étais pas son truc, etc. Mais très vite, l'amitié a été pour nous un terrain où il allait me parler de ses derniers combats. Et ces derniers combats, c'était pour le peuple palestinien. Et il est mort après avoir écrit Un captif amoureux, qui est un livre magnifique, extraordinaire, sur la rage qu'il avait
contre l'injustice qui s'est abattue sur ce peuple et qui continue jusqu'à aujourd'hui à s'abattre sur ce peuple que tout le monde a oublié. Mais vous dites aussi, croyez pas en l'amitié, croyez en l'amour. Il croyait en amour, oui, l'amour passionnel en plus, l'amour passion, Passionnel, tout ça, oui. oui, il était... Mais l'amitié, c'était pas son truc, vous dites, c'était pas son... Non, la fraternité, un jeune, La fraternité, voilà, l'amitié, il aimait pas ça. C'est comme ça. Mais C'était pas assez bon, fort. C'était pas assez fort. Mais pour un amant, il était capable de faire n'importe quoi, hein, c'était incroyable. Vous dites les premiers mots, c'est l'amitié est une religion sans Dieu, ni jugement dernier, sans diable non plus, une religion qui n'est pas étrangère à l'amour, mais un amour où la guerre et la haine sont proscrites. Voilà, c'est ma définition. On peut l'appliquer partout. Non, parce que, en fait, dans la religion, il y a quelque chose qui est inexplicable. La foi. Vous croyez. Ah oui. Bon, vous n'allez pas commencer à expliquer pourquoi vous croyez. Ben, l'amitié, c'est la même chose. Vous avez une relation avec une personne, et cette relation, vous y tenez énormément. Et ce n'est pas parce qu'il est beau, ce n'est pas parce qu'il est riche, ce n'est pas parce qu'il est grand ou petit. C'est comme ça. C'est un choix. Et d'ailleurs, le livre s'appelait au départ « La soudure fraternelle ». Et c'est une expression de Montaigne dans les essais. La soudure fraternelle, c'est magnifique ça, la soudure fraternelle. Et alors, c'est drôle parce que quand on lit votre livre, il fait 100 pages, mais c'est un sujet qu'on connaît tous. Et donc, c'est vraiment intéressant parce que vous rentrez dans des détails. Vous dites, à un moment, l'amitié, vous dites plusieurs choses, mais sur le temps, par exemple. Vous dites l'amitié, il faut beaucoup de temps pour la construire. C'est une construction, l'amitié. Et en même temps, quand vous dites vos amitiés, on a l'impression que parfois, vous avez des amitiés coup de foudre comme des amours. Vous avez rencontré quelqu'un et il est né une amitié quasiment instantanée. Parfois, il y a des amitiés comme ça, un peu... mais j'ai appris maintenant, avec le temps, on se rend compte. Par exemple, je vous donne un exemple très... Quand par exemple, on fait une expérience artistique, par exemple, on fait une pièce de théâtre ou un film, il y a tout le monde se tutoie, il y a des rapports amicaux, on s'embrasse. Oui, c'est vrai. Oui. On croit que c'est pour la vie. Dès que le film est terminé ou la pièce ne se joue plus, vous ne voyez plus personne. Mais c'est extraordinaire parce que c'est un monde où finalement l'amitié, elle fait partie un peu du contrat que vous signez pour le film ou la pièce. C'est-à-dire, une fois que la pièce est terminée, vous ne gardez rien de tout ça. Et un jour, je me souviens, je n'oublierai jamais ça, lorsque il y a eu ce film magnifique qui s'appelle Amour, avec Jean-Louis Trintignant et Emmanuel Riva. Et c'était un film sur un vieux couple, si vous avez vu, un vieux couple et la femme est très mal, tout ça. Ouais. C'est un film très douloureux et très beau en même temps. Ouais. Et par un pur hasard, dans un dîner, je rencontre Emmanuela Riva. Et je lui dis, vous allez bien, ça va. Et comment va Jean-Louis? Elle me dit, qui c'est celui-là? Je dis, Jean-Louis Trintignant. Je dis, pourquoi vous demandez comment il va? Je dis, parce que vous avez joué avec lui. Et alors? C'est pas mon ami. Et j'étais un peu sidéré de voir que... Alors qu'ils ont réussi, voilà, quelque chose de magnifique ensemble. Oui. Et je suis sûr que si j'avais demandé à Jean-Louis Trintignant, il m'aurait dit la même chose. Et en fait, c'est notre erreur de croire que ce qui se fait au cinéma rejoint la réalité. Et on apprend parfois que Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée se détestaient pendant le tournage d'un homme et une femme. Alors, c'est quand même bizarre. Comme quoi, la réalité. Hein. Alors, vous parlez aussi d'un sujet qui fait partie des conversations souvent, amitié homme-femme. Possible ou pas possible? Compliqué, ça. Il y a deux écoles, hein. Il y a deux écoles très différentes. Non, moi, je suis très fier de pouvoir dire que j'ai une amitié avec une ou deux femmes exceptionnelles, notamment avec Leila Chahid, la palestinienne, que j'avais présentée à Jean Genet, et à qui d'ailleurs j'ai présenté son futur mari. Donc, je l'aimais d'amitié, c'est-à-dire que je n'avais pas envie d'avoir une relation haute qu'amicale avec elle. Et c'est extraordinaire, mais c'est excessivement rare. C'est très rare. Et oui, c'est ça. C'est très rare, bien sûr. Mais il y a toujours la séduction, il y a toujours... oui. Mais est-ce que c'est une amitié, si j'ose dire, particulière, parce que ça a un autre sens, mais entre un homme et une femme, même l'amitié ne ressemble pas à une amitié avec un homme. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est parfois, on voit des couples qui ont traversé plusieurs décennies et qui arrivent avec une magnifique sagesse à devenir des amis. Et ça, c'est magnifique.
C'est très rare, mais ça existe aussi. C'est pas évident, parce que le vieillir ensemble, sans avoir préparé cette vieillesse, parfois peut être totalement mal fichu. Donc il faut quand même, parce que préparer les dernières années, c'est important. Et on oublie de le faire. Et les anciens, les Grecs anciens, ont toujours dit, vivre, c'est apprendre à mourir, c'est apprendre à préparer cette mort. La séparation, en fait. La séparation, la rupture, la fin de quelque chose, c'est facile à dire entre nous comme ça, mais c'est très important. C'est très important de penser que... vous le faites, vous, ça? Un petit peu. Je ne suis pas fier de moi, mais un petit peu, je sais, parce que je considère que je suis encore jeune. Oui, mais vous savez qu'on est jeune jusqu'à la veille de sa mort, vous savez ça. Oui, mais en même temps, j'ai appris l'autre jour un truc horrible par un ami médecin. Il y a maintenant une analyse sanguine qu'on peut faire et qui va vous dire exactement le nombre de jours qu'il vous reste à vivre. Je dis, c'est horrible, ça. Ne nous le présentez pas. Absolue. Ne nous le présentez pas. J'espère que vous êtes devenus ennemis. Vous êtes toujours amis avec ce monsieur? Non, mais il ne m'a pas dit qu'il faut le faire. Ah. Il m'a dit c'est une découverte américaine et que très peu de gens la font finalement. Mais vous imaginez un peu. Alors, évidemment, il y a l'envers de tout ça. La trahison. Alors, je vous lis là quelques lignes. La trahison de l'amitié est une forme silencieuse du meurtre. On tue le don et la grâce, puis on se masque. On prend place dans le cœur et l'amour de l'autre. On s'y installe pour mieux connaître les repères et faiblesses de la future victime. Et comme dans un jeu diabolique, on détruit ce qu'on ne peut posséder. On fait commerce de cette relation parce qu'on ne supporte plus ce qu'elle est. On démolit la maison intérieure, ce bien précieux qu'est la confiance. La trahison est le crime symbolique par excellence. On tue de l'intérieur, sans verser de sang, sans même apparaître. On pousse même parfois la perversité jusqu'à faire faire le travail par d'autres. On ne se salit même pas les mains. On inverse les rôles et on se fait passer pour la victime en se drapant dans un linceul d'orgueil blessé. Mais l'action du traître ne s'en tient pas là, pas à sa volonté de déchirer le voile de la confiance. Elle se charge d'hypocrisie tout en épousant le mal pour provoquer le malheur, car elle est souvent inspirée par la jalousie. On croit que vous l'avez exercé, vous. Oui, mais je pense que pour aller si loin dans l'analyse. Oui, mais je pense que nous avons tous été un jour ou l'autre victimes d'une trahison d'amitié, ou alors victimes d'une trahison parce qu'on considérait que l'autre personne était une amie ou un ami, alors qu'en fait, non. On s'est trompé sur la nature de la relation. Ah oui. C'est ça. Mais quand vous avez une amitié quand même de 30 ans, et qu'un jour vous recevez une lettre de cette personne vous dire « je ne veux plus te voir », une rupture comme ça brutale, c'est quelque chose de terrible. Terrible. Vous dites qu'on ne s'en remet pas? Ben, c'est très dur parce que... Vous avez reçu, vous, ce genre Oui, bien sûr. J'ai bourlingué pas mal, mais parce que je pars du principe que chacun a une chance. C'est-à-dire que je ne condamne jamais d'avance, je ne juge personne d'avance. J'ai dit, même si parfois j'ai des intuitions, j'ai dit non, je lui fais confiance à cette personne. Jusqu'au jour où cette confiance se trouve trahie. Et ça, bien sûr, ça arrive très... Et j'ai eu des épreuves dans ma vie qui ont eu des grosses blessures quand même. Des épreuves qui ont eu des conséquences. Vous dites des années, vous dites avoir souffert des années d'une... Oui, parce que ça a pris des proportions énormes, parce que ce n'était pas uniquement une simple relation d'amitié comme ça. J'ai eu par exemple avec mon traducteur italien qui n'est plus de ce monde et qui est dans une relation de piraterie. Il avait collaboré à cette piraterie et il m'avait vraiment trahi dans le sens où il a vendu notre amitié pour quelques lires et je me suis retrouvé dans un procès avec quelqu'un qui témoignait contre moi. C'était terrible. Après avoir travaillé 15 ans ensemble, on se voyait tous les jours. Et c'était quelque chose d'insupportable. Bon, ben, sa seule punition, j'ai arrêté de lui parler. Quelque chose jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut être ami avec des gens qui ont disparu, qui ne sont plus vivants?
Mais pour moi, tous les livres de ma bibliothèque, c'est des amis. Certains sont plus grands, plus importants que d'autres. Mais l'amitié, pour moi, c'est la relation qu'on entretient avec un musicien, avec un artiste. Quand je vais voir les peintures de Matisse quelque part, je rends visite à un ami que je comprends, qui m'exprime, que j'essaie d'exprimer à ma façon. Ou quand j'écoute les chansons de Georges Brassens, que je connais par cœur maintenant, et je les connais toutes. Eh bien, c'est un très grand poète qui m'explique le monde, lui aussi, à sa façon. Et c'est un ami, je ne l'ai jamais rencontré. C'est extraordinaire d'avoir des amitiés virtuelles, abstraites, mais qui sont profondes et qui sont vécues. Qui sont vécues vraiment. Et elles ont l'avantage de ne pouvoir être trahies, celles-là. Non, ce sont des amitiés parfaites parce qu'ils ne sont plus là. Et en même temps, parce qu'elles s'adressent à tout le monde. Elles ne s'adressent pas qu'à moi. Quand un musicien, John Coltrane, joue du saxo, il joue pour tout le monde. Et moi, je considère qu'il joue pour moi. Et c'est ça l'amitié que j'ai pour lui. Quand je lis certains passages de Nietzsche ou de Kafka, pas tous, mais certains, je me dis, il me parle à moi, il s'adresse à moi. Et c'est comme ça que j'ai l'amitié pour lui. Et quand je prends un livre de la bibliothèque, je dis, tiens, je vais passer un bon quart d'heure avec tel écrivain ou tel philosophe. C'est ça qui fait que l'amitié, elle est très, très large. Nous en avons besoin. Et sans amis, finalement, la vie ne vaut pas la peine. Parce que l'amitié, c'est ce qui donne ce supplément extraordinaire de la gratuité totale. Il n'y a aucun intérêt. Aucun intérêt. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas rendre service à un ami. Mais je veux dire, on n'est pas amis parce que tu vas me rendre service. Mais tu peux éventuellement me rendre service. C'est ça et c'est ça qui est extraordinaire, cette gratuité, être là. Et le silence fait partie de cette gratuité. On n'a pas besoin de parler, de pérorer, de dire des choses. Et tout simplement être là. Être là et savoir que l'autre est en bonne santé. Et qu'il est là pour vous et que vous êtes là pour lui. C'est un peu ce que disait Montaigne, évidemment, avec la Boétie. Parce que, oui, bien sûr. Alors, vous avez une réflexion que je n'avais trouvée nulle part ailleurs. Pourtant, j'ai lu pas mal d'auteurs sur l'amitié. Et j'ai trouvé ça très juste. Vous dites, l'amitié, c'est tellement important que quand on en est l'objet, c'est-à-dire qu'on a un ami, ça nous impressionne. Et j'ai trouvé que c'était très juste. L'amitié, c'est impressionnant lorsqu'on en est le récipiendaire, lorsqu'on en est il faut la mériter aussi, c'est ça le problème. Il faut la mériter parce que. C'est pour ça que ça impressionne. Peut-être. Oui. Comment avez-vous trouvé cette phrase? Je trouve ça j'en sais rien. Moi, je crois que. Non, mais il a fallu que vous le ressentiez. Forcément, parce que j'étais fier d'avoir quelques amis qui ont confiance en moi et qui pensent que je suis pour eux important. Et c'est une fierté. Ah oui, fierté, c'est ça, bien sûr. On est impressionné par la fierté qu'on ressent quand des autres vous font confiance et vous donnent quelque chose comme ça pour rien. C'est magnifique. L'amour devrait être comme ça, mais l'amour, finalement, ça se transforme souvent. Parce que dans l'amour, il y a la chair. Et la chair, elle est traîtresse. Je ne suis pas pessimiste. Hein. Non, j'aime l'amitié, j'aime l'amour, mais restez vigilant. C'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus tout donner. Il faut savoir à qui donner, voilà, à qui donner. Il faut savoir à qui donner et quoi recevoir. Quand on donne, on reçoit. Et il faut donner sans penser à ce qu'on peut recevoir. C'est ça. Le don doit être, on ferme les yeux et on donne. On n'est pas en train de calculer. Et cette générosité du cœur ou de la poche, peu importe, cette générosité est importante parce que donner, c'est recevoir. Donner, c'est être avec les autres. Et quand je vois, par exemple, des gens qui ont ramassé tellement d'argent, qui ne savent même pas où ça se trouve, ni comment, ni rien, et qui
qui n'ont pas le geste qu'il faut à ce moment-là pour redistribuer cet argent. Soulager quelqu'un. Non, mais oui. les Américains l'ont fait avec Bill Gates, les 40 milliardaires américains, ils le font maintenant, c'est extraordinaire. Ils en donnent la moitié de leur fortune, ils la donnent pour des causes humanitaires. Essayez de faire ça en France ou au Maroc ou dans l'Arabie Saoudite, vous n'y arriverez jamais. C'est pas possible. Non, mais c'est aussi une question d'éducation et de culture. Et Dieu sait si le mode de vie américain me débecte, mais il y a comme ça des gens qui ont fait des choses extraordinaires et qui, je sais que grâce à ces 40 milliardaires américains, il y a des millions d'enfants qui sont vaccinés en Afrique. Il y a des millions et des millions d'enfants qui vont dans des écoles, etc., parce qu'ils ont pensé à eux, ils ne les connaissent pas. Et ça, c'est un geste exceptionnel et magnifique. Juste si on vous pose la question qui est le sujet de ces 3 journées à Pau, et qui s'appelle « À quoi peut-on croire encore ?» Que répondez-vous? Moi, je crois d'abord à la volonté de faire les choses. Je crois à la vie, même si elle est difficile. Et cette vie, c'est le fait justement d'accepter le réel. Ça ne sert à rien de râler, ça ne sert à rien de pester. Il faut vivre le présent. Le présent, il doit être là, on le vit. On a le droit de vouloir le changer. Bien sûr qu'il faut le changer. Mais je veux dire, il ne faut pas passer son temps à pleurer, il faut passer son temps à agir. Et agir pour que ça change. Et on n'agit pas par la violence. La violence, ça ne sert à rien. Parce que, franchement, quand on voit qu'on peut changer les choses avec la parole, avec le discours, avec la volonté, avec l'humilité, il faut être très humble, on peut changer les choses, mais malheureusement, l'être humain, il a une tendance à aller vers la violence qui fait qu'aujourd'hui, on est dans un pays qui est merveilleux, que la France est un pays extraordinaire, qui a beaucoup de richesses, beaucoup de capacités, mais qu'on est dans une situation bloquée parce qu'il y a des situations intolérables quand vous êtes... Moi, tout à l'heure, il y avait Kouchner qui parlait de la santé. Franchement, quand on sait le travail que font les aides-soignants, les infirmières, les infirmiers et les médecins dans la santé publique et qui sont si mal payés, si mal traités, c'est scandaleux. Je trouve ça absolument inimaginable parce que je me souviens quand Michel Rocard, qui était un ami, mais un ami pas politique, c'est un ami comme ça de hasard. Personnel, oui. Oui, quand il est devenu Premier ministre, je l'ai vu, je lui ai dit, Michel, tu sais ce que tu dois faire? S'il te plaît, fais-le. Double le salaire des infirmières, des aides-soignants, des institutrices, des sapeurs-pompiers et des éboueurs. Je me dis, pourquoi tu me dis ça? Parce que c'est eux qui font le pays. Mais d'ici je fais ça, jamais Bercy ne me suivra. Évidemment, bon, il ne l'a pas fait. Mais ça, c'est la vision d'un citoyen qui pense aux autres. Et les hommes politiques, ils doivent penser à tout le monde, pas uniquement à leur clientèle. Et c'est pour cela que, encore une fois, je tire la sonnette d'alarme pour que le service public et le système de la santé dans ce pays soient sauvés, parce que c'est le meilleur au monde, il n'y en a pas d'autre. Eh oui, il y a une salle de retransmission de 400 personnes. Merci beaucoup, vraiment merci. Merci. Je suis content que vous n'ayez pas rencontré seulement un prix Goncourt, mais un citoyen et intéressant sur tous les sujets d'une vie d'homme qui a passé 60 ans à travers beaucoup de situations difficiles et importantes. Merci beaucoup.